Bonjour à tous pour cet événement, enfin ce webinaire sur Mistral.ai, donc l'IA générative qui a le vent en poupe. Dans ce webinaire, on aura l'occasion, enfin je suis avec donc Alexandre Constantin de NuMind et Adrien Pellegrini de Stratégie Data, et je suis moi-même Yanis Karjana de la société IDETA. Le contexte, rapidement pour vous partager dans quel contexte s'inscrit ce webinaire. J'imagine que vous avez pu voir au cours de l'année passée à quel point l'IA générative est devenue un enjeu crucial pour les entreprises. On a un marché avec une très forte adoption, donc avec plus de 110 milliards de dollars de marché attendu d'ici 2030. ChatGPT, donc qui a été un peu le fer de lance de cette technologie, qui a eu le plus rapide taux d'adoption, plus rapide qu'Instagram, plus rapide que bien d'autres logiciels qu'on a pu voir au cours des dernières années. Les impacts sur la productivité sont considérables, parce qu'on pourrait accélérer jusqu'à 15 000 milliards de dollars dans l'économie jusqu'en 2030. Le temps de création des contenus est totalement réduit. L'automatisation des tâches répétitives va être considérable. On va diminuer les coûts opérationnels jusqu'à 30% d'après Accenture. Et ça va permettre notamment de personnaliser beaucoup plus les interactions, puisque l'IA générative va pouvoir créer un contenu par personne. Donc, dans ce contexte, donc les trois présentateurs du jour, ce seront moi, Adrien et Alexandre, que j'ai eu l'occasion de présenter rapidement. Ils auront l'occasion de se présenter eux-mêmes pour présenter leur partie. Et on va aborder en fait chacun trois parties différentes, trois aspects différents de Mistral.ai. Tout d'abord, je vais faire une présentation plutôt générique de Mistral.ai, ce qui est faire une petite démo de l'outil, et de montrer également comment on peut utiliser l'outil, enfin l'IA générative de Mistral.ai dans un autre outil, en l'occurrence IDETA. Ensuite, on fera un petit focus sur Mistral.ai avec Adrien sur son historique et son fonctionnement. Et enfin, Alexandre nous expliquera et prendra un peu de temps sur les LLM et comment réduire le coût de la performance et comment développer ses propres modèles grâce à des LLM. Donc pour commencer, on va discuter donc je suis CTO et co-founder de IDETA. IDETA, en fait, on aide les entreprises à développer des chatbots. On accompagne les entreprises dans leurs projets d'IA avec des solutions de no-code, et notamment sur les chatbots, l'automatisation de conversation. C'est une solution. En 2024, on a 4 plateformes, on est présent dans 35 États. On a plus de 26 000 utilisateurs de nos logiciels, de nos différents logiciels. Et en fait, le constat initial d'IDETA, c'est seulement 0,5% de la population sait coder. Et donc, on ne peut qu'estimer combien sont capables aujourd'hui de faire de l'IA. Donc, il est crucial de pouvoir accompagner ces personnes pour développer leur cas d'usage et obtenir les gains de productivité dont on a pu parler dans le contexte. IDETA, c'est quoi? C'est une plateforme no-code, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre aux gens qui ne savent pas coder, d'être quand même capables de développer leur cas d'usage. On va passer quelques secondes sur les concepts de no-code et de low-code qui sont parfois un peu confondus. Dans le cas du no-code, en fait, on a un logiciel où on n'a pas besoin de savoir coder du tout pour pouvoir utiliser le logiciel. On n'a pas besoin de compétences de programmation ou de data scientist ou autre. Et le concept de low-code, au contraire, c'est de simplifier des choses très compliquées pour que des développeurs soient capables de faire, avec un petit peu de code, des choses bien plus complexes qui vont au-delà de leur système de compétences. Et donc, en un sens, Mistral.ai, OpenAI sont des applications low-code puisqu'elles permettent de rendre des modèles très complexes de data science accessibles à des développeurs via un simple appel à API.
Le no-code, enfin, nous, notre vision, c'est que c'est le futur du développement. 65% des développements d'app en 2024 seront faits avec des solutions low-code, no-code. Beaucoup de sites internet utilisent des WordPress, des Webflow ou autres. Un nombre important d'autres applications font appel à des notions, Airtable, etc. pour développer leurs applications. Et le marché des plateformes de développement low-code, no-code devrait représenter plus de 187 milliards de revenus. Donc en fait, nous, notre conviction, c'est que l'avenir est clairement tourné vers la mise en place d'outils permettant de faire de l'IA sans être data scientist. Sinon, on ne sera pas capable de faire face à la demande et d'atteindre ces objectifs de productivité et de performance qu'on a pu voir dans la partie contexte. Donc, iData, en fait, en quelques mots, c'est une plateforme qui est, on aura l'occasion de faire une petite démo tout à l'heure, mais c'est une plateforme qui est collaborative, multi-IA, scalable, en SaaS ou on-premise, et elle permet de créer des bots personnalisés, connectés, multicanaux et qui sont accessibles dans le sens où il y a dans le sens où pour les personnes qui par exemple n'ont pas qui ont des handicaps visuels par exemple. Voilà. On va commencer par une petite intro qui est de tester le chat de Mistral.ai directement sur la plateforme et de faire des petits tests pour voir comment elle se présente, qu'est-ce que ça fait, et voilà, comment est-ce qu'on est capable de l'utiliser au quotidien. Donc, je vais partager mon écran. Une seconde. Alors. Est-ce que vous voyez bien est-ce que vous arrivez à voir cet écran? Oui. Ok. Donc en fait, Mistral, enfin le chat, donc ça c'est une fonctionnalité qui est sortie relativement récemment. Puisqu'en fait, Adrien aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais de revenir sur l'histoire un petit peu de Mistral, comment ça s'est formé. Mais en fait, ça, c'est une fonctionnalité où ils ont vraiment développé une interface donc qui ressemble beaucoup à l'interface de ChatGPT, pour ceux qui l'ont utilisé. On a l'historique des conversations à gauche. On a une interface sur laquelle on peut poser des questions. Et ici, on a un sélecteur de modèles. Donc, on a le modèle small, le modèle next et le modèle large. Chacun a ses capacités. Et donc, après, on peut voilà, poser des questions. Donc, moi, j'avais pu faire quelques tests sur la partie chat qui est récente. Donc, on peut faire des tests voilà, relativement simple. Donc, par exemple, quelle est la capitale de la France? Et on a vraiment les fonctionnalités d'IA générative classiques. La capitale de la France, c'est Paris. Cette ville emblématique est connue pour ses monuments célèbres tels que la Tour Eiffel, la cathédrale de Notre-Dame, le musée du Louvre et bien d'autres. C'est également un centre majeur de la mode, de la gastronomie, de l'art et de la culture. Et en fait, ce qu'il y a comme sur les modèles ChatGPT, on peut vraiment discuter avec le chat. Peux-tu m'en dire plus sur la Tour Eiffel? Voilà. Bien sûr, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus célèbres de Paris et même du monde entier, construite en 89 pour l'exposition universelle. Elle mesure 330 mètres de haut et a été conçue par Gustave Eiffel. Donc, c'est un site populaire, etc., etc. Et on peut même lui demander des choses. Peux-tu me rédiger un post LinkedIn sur le sujet de la Tour Eiffel? Donc, on peut vraiment leur demander des choses. Moins de 100 mots. Et donc là, on va avoir justement l'IA générative, donc dans ce modèle-là, qui va répondre assez rapidement et concisement. Après, on peut discuter de la qualité du poste, on peut l'améliorer, mais on a bien les mêmes fonctionnalités qu'on a pu voir sur d'autres modèles. L'intérêt qu'on a pu voir ici, c'est on va avoir le modèle Next qui est plus concis. Donc, quand on veut juste une réponse à une question, qui est la capitale de l'Italie, au lieu d'avoir quelque chose de très verbeux comme on a pu voir ici, on va juste avoir la réponse. Ensuite, en termes de logique, j'avais pu faire quelques tests, donc avec une petite énigme. Donc, Jenny a 4 enfants, Tim, Tom et Tam. Le frère de Tim est appelé Yanis, qui est la mère de Yanis. Donc ça, c'était typiquement un des exemples au début du lancement
de GPT-3 où il y avait des erreurs et on n'y arrivait pas trop, et on voit bien qu'en fait on a des performances de logique qui sont tout à fait voilà, correctes et conventionnelles. On a du travail sur la multiplication qui fonctionne, et comme classiquement sur les IA génératives, les multiplications, le raisonnement est bon mais le résultat ne l'est pas. Donc voilà, ça fait voilà pour ce qui est de Mistral.ai, enfin de la partie chat. Ensuite, je vais vous montrer, je vais prendre une seconde pour vous partager comment faire un bot avec Mistral. Une seconde, il faut que je change d'écran. Attendez. Alors, ici, faut que je partage un autre onglet. Donc là, on va faire un exemple de no-code en IA générative. Donc je vais partager un autre onglet. Hop. Donc là, on va être sur la plateforme IDETA pour faire un chatbot avec de l'IA générative, et on va utiliser justement Mistral pour le faire. Donc là, on est dans l'interface IDETA. Donc IDETA, en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est de notamment créer son chatbot sur des documents ou des sites internet. Donc on peut en fait assez facilement créer son chatbot. Donc là, on va avoir l'occasion de le faire. On a le choix de le faire sur un prompt. Donc sur un prompt, on donne juste des instructions. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire dans chat.mistral.ai qu'on vient de voir, mais on va pouvoir ensuite le mettre sur son site internet, travailler le design pour avoir une image, un design différent. Mais la vraie valeur de IDETA, c'est de faire ce qu'on appelle du RAG, c'est-à-dire d'être capable de le faire fonctionner sur son site internet ou sur des documents. Donc là, par exemple, on est capable de prendre notre forum, pour ce qui est de notre forum, donc quand on pose des questions pour qu'on puisse répondre à des questions sur notre plateforme, on a un forum où des utilisateurs ont posé des questions et on leur a répondu au fil du temps. Et là, le chatbot va être capable d'ingérer en fait toutes ces informations pour faire un bot. On est aussi capable d'uploader des documents. Donc, si par exemple vous avez des FAQ sous forme de documents, on va être capable de le faire. Et ensuite, on peut aussi créer des petits documents pour faire des réponses. Voilà. De base, en fait, sur la plateforme IDETA, historiquement, on est sur la plateforme GPT, mais on est capable, en fait, de changer le modèle. Donc, on a tous les modèles de GPT et et on va être capable après... Ah, pardon, je me suis trompé. On va être capable de choisir le modèle Azure. Donc, par exemple, on peut prendre Mistral large, pardon, et sauvegarder. Voilà. Et grâce à ça, on va être capable ensuite de poser des questions. On va faire ça relativement rapidement pour que je puisse laisser le temps aux autres speakers de faire leur partie. On va pouvoir poser des questions donc basées sur la documentation. Comment mettre un fond transparent. Voilà. J'ai l'impression que j'ai pas le meilleur réseau et qu'il galère il galère un petit peu avec la vidéo. Vous m'entendez bien? Ouais. Okay. Ah. Bon, on va essayer de le faire différemment. Donc là, je vais le déployer sur une page. Ah, c'est un peu... C'est comme ça.
Donc là, on l'a déployé et là, donc l'IA générative est en train de calculer, de déterminer la réponse en se basant sur la documentation qui a été fournie. On va attendre un petit peu. Donc là, on est sur le modèle large, donc qui est un peu plus long à répondre et on a bien en fait justement les différentes étapes pour rendre le fond transparent qui sont, voilà, je peux vous confirmer que c'est bien comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà comment créer un chatbot assez rapidement avec Mistral. Et maintenant, je vais laisser Adrien vous en dire un petit peu plus sur Mistral.ia, son historique et comment ça fonctionne. Merci Yanis. Donc en effet, là on va passer à une deuxième partie. On a vu une utilisation de Mistral avec une intégration qui est assez forte côté IDETA. Et là, je vais vous parler un petit peu plus donc, de l'historique d'où ça vient, parce que c'est très récent, hein, Mistral. On est sur quelques mois de création et de travail. Et puis, on va essayer de comprendre quelles sont les différences par rapport à un grand acteur du marché comme OpenAI, forcément, que ce soit en termes de performance, en termes aussi de conception, ou même en termes de vision. Ici, si on reprend un tout petit peu le pourquoi de Mistral AI, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui l'ont juste vu passer sur LinkedIn, dans de nombreux posts. Donc, c'est fondé en avril 2023, hein, donc on a moins d'un an. Une valorisation qui a près de 2 milliards d'euros. Une trentaine de personnes aujourd'hui, alors ça évolue très très fortement. Et 5 modèles de langage principaux, on les a vus dans ta démo Yanis, quand tu as sélectionné par exemple Mistral Large, qui est tout nouveau de la semaine dernière. Leur vision à Mistral, elle est un tout petit peu plus marquée que celle qu'on aurait sur, par exemple, Anthropic ou chez OpenAI, puisque eux, ils n'hésitent pas à utiliser le mot Frontier AI, où on va vraiment essayer d'aller chercher la limite, l'intelligence, l'AGI, comme on dirait côté OpenAI, et on va essayer d'aller même chercher peut-être la dangerosité. Hein. C'est beaucoup de choses qui se discutent sur l'éthique aujourd'hui des LLM, sur qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on doit les limiter, est-ce qu'on doit les brider. C'est ce que vous avez sur pas mal de modèles américains. Et sur les modèles open source, ils sont souvent moins bridés, même s'ils vont toujours avoir une petite bride mis à l'entraînement. En termes d'équipe, pour terminer, on a 3 fondateurs, voilà, que vous avez sur l'image, et on va voir aussi leur profil. C'est des profils qui sont très techniques, que ça soit de par leur formation ULM ou X, ou que ça soit de par leur premier job qui était côté Google ou côté Meta, tous en deep learning. Voilà. Alors, quelle est la proposition de valeur de Mistral AI avant de passer dans comment ils construisent leur modèle? Eh bien, en fait, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Au départ, c'était une proposition de valeur qui était autour de l'open weight. Alors, attention, open weight, open source, petit détail que j'aimerais bien expliquer. Open source, les modèles ne sont pas exactement open source, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été, comment ça s'est entraîné, et même la donnée qui a servi à l'entraînement, on va avoir des informations, mais on n'aura pas directement la source de l'entraînement. Par contre, on va être open weight, c'est-à-dire qu'une fois que le modèle est entraîné, on va avoir tous les poids qui permettent de générer le texte lors d'une réponse à une question, comme vous l'a montré Yanis. Donc sur ces modèles qui sont, on va dire, au début la proposition de valeur, on va avoir 2 principaux. Mistral 7B avec donc 7 milliards de paramètres et Mistral 8 x 7B avec 47 milliards de paramètres. Hein, on est presque 8 x 7. Il y a une petite subtilité que je vous partagerai après, mais on n'est pas loin. On va avoir derrière des modèles qui vont être fine-tune, comme le Instruct, qui lui, donc, ça va être une version fine-tune de Mistral 7B, qui va être adapté pour tout ce qui va être le chat, la discussion. Donc ça, c'est une première partie de l'offre. Cette offre, elle est très intéressante puisqu'elle va vous permettre de mettre en place les modèles chez vous, hein, sans avoir besoin de payer une licence, en choisissant ce que vous voulez comme matériel, que ce soit on-premise ou que ce soit sur le cloud, vous allez pouvoir le mettre en place. À côté de ça, et on a moins, enfin c'était moins le discours avant, donc ils sont là, on les connaît, mais on n'imagine pas trop la différence. Il y a quand même des modèles qui sont propriétaires. Les modèles propriétaires, on va en avoir 3 principaux, donc le small, medium and large. Donc on a vu, le large est sorti la semaine dernière, c'est le modèle le plus performant, c'est celui qui va aller toucher du GPT-4 hein, sur certaines tâches. Et puis on a pardon, 2 autres modèles, small et medium, qui sont sortis plutôt en novembre ou décembre, si je ne dis pas de bêtises, qui sont plus à aller toucher les performances de GPT 3.5. Ces modèles, ils sont propriétaires, hein, donc vous ne pouvez pas aller chercher
les poids à l'intérieur et vous allez devoir les utiliser par des appels aux API ou les déployer sur des tenants, par exemple Azure. Derrière, on a une autre petite partie, un peu plus confidentielle. Ça va être des modèles qui vont être custom pour les clients. On va retrouver l'offre, c'est marqué sur leur site. Et puis, on a quelques-uns qui ont été leakés, notamment MiQ170B, qui est un modèle qui doit être à peu près équivalent à Medium, mais qui a été leaké sur Internet. Et Mistral Next, qui a été leaké avant la sortie de Mistral Large. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Et là, directement par les équipes de Mistral qui ont décidé de faire, de mettre un modèle comme ça en test sur une plateforme de test et de combat de LLM. Et donc, pour voir un petit peu les retours des utilisateurs. Et enfin, dernière partie de leur offre, là, les services managés et developer tools. Donc, on a vu le chat noir, qui est un équivalent de ChatGPT en termes de plateforme. Et puis, la plateforme, qui est un équivalent aussi de la plateforme OpenAI. Voilà, ça, je pense que c'est assez important de voir ça aujourd'hui, puisque ça va déterminer ce qui va se passer par la suite au niveau de Mistral. On est parti de modèle open source avec une vision open source. Et puis, derrière, petit à petit, on voit qu'on se tourne plus vers le propriétaire. Alors, pourquoi, comment? Pour la performance, peut-être aussi un petit peu pour le financement. Ça va être la suite. Alors, comment Mistral réussit à faire des modèles performants qui vont combattre les modèles des grands américains? Eh bien, en fait, c'est qu'ils font toujours en termes de technique, ils sont malins. On va prendre bien sûr les modèles open, parce que sur les modèles fermés, on n'est pas au courant de toutes les techniques, mais sur les modèles open, on a un petit peu d'informations. Si on prend Mistral 7B, qui est très intéressant pour le déployer sur des petites machines, vous pouvez le déployer sur vos ordinateurs si vous avez envie, ça va fonctionner. Eh bien, ils ont mis en place deux choses que je vous ai mis ici, vous pourrez aller regarder un peu plus en détail. Donc, les GQA, qui va être une façon de requêter les probabilités pour pouvoir enchaîner les mots. Vous savez que la génération fait par un LLM, c'est tout simplement mettre des mots les plus probables après les autres, avec beaucoup de fenêtres de contexte, mais c'est quand même ça le but, donc ils ont optimisé ça. Et puis, la fenêtre d'attention, donc c'est le nombre de mots qu'on va regarder. Ils vont aussi être intelligents en se disant que peut-être que regarder la totalité du contexte fourni n'est pas quelque chose de très utile, et donc on va regarder des choses beaucoup plus petites, et donc des fenêtres glissantes. Donc c'est ce que vous avez à gauche de cette slide-là, qui nous dit, voilà, ils sont intelligents, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des petits modèles. Ces petits modèles, on va pouvoir les fine-tuner, comme on l'a dit avant, pour par exemple le chat, et donc c'est le modèle que vous avez instruct juste en dessous, ou alors ils vont pouvoir les utiliser pour construire des modèles plus grands, alors avec notamment Mixtral 8x7B, qui est globalement ce qu'on appelle une mixture of experts, c'est-à-dire que vous allez avoir 8 modèles spécialisés, des experts, et vous allez avoir un load balancer qui va globalement déterminer à qui de ces experts on va envoyer l'information pour pouvoir générer la réponse. Et donc, ça nous permet d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus faciles à mettre en place, mais toujours avec une grosse performance. Alors, en termes de performance, bon, je vous ai mis les choses ici, les benchmarks qu'on connaît. Alors, vous avez deux benchmarks que je regarde moi de mon côté. Le benchmark de réponse à des questions, de génération de réponses. Donc, c'est ce que vous avez dans la première ligne, où on voit que les nouveaux modèles, notamment le large, eh bien, il va toucher très proche, il va être très proche d'un GPT-4. Attention, c'est un modèle qui va être fermé. Si on regarde les modèles ouverts, eh bien, on va être un petit peu plus faible, mais c'est tout à fait normal. C'est pour l'instant. Peut-être que demain, on en aura des aussi performants. Par contre, là où ça va être très intéressant, c'est quand on regarde sur la génération, par exemple, de code, eh bien, sur le code, c'est très performant. Et sur les mathématiques, c'est très performant aussi. Peut-être même plus que GPT-4 sur certains. Et donc, on va avoir aussi ici des bonnes performances. Enfin, pour terminer, puis je vais passer la parole à Alexandre, un petit peu de projection sur Mistral. Première projection, ce qu'on va attendre chez eux, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de multimodal. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, par exemple, d'analyser une image, comme vous avez chez Google avec Gemini 1.5, ce que vous avez chez OpenAI, donc ça va arriver. J'avais fait la présentation, cette slide-là, je l'avais fait avant la semaine dernière, et donc j'avais dit au moins des appels à des fonctions. Et c'est bon, il l'a intégré la semaine dernière, donc ma présentation, voilà, j'ai quand même laissé le texte, mais ça évolue très très vite, donc on pourrait avoir un modèle multimodal dans très peu de temps.
Alors, en deuxième, eh bien, c'est en effet la mouvance des poids ouverts versus les modèles fermés. Il faut voir que Mistral a globalement changé un petit peu sa vision des choses, même dans le marketing. Ils vont très probablement sortir pas mal de modèles fermés, peut-être pour une question de financement. Troisième point à voir, c'est les partenariats. On a vu des partenariats avec Capgemini en début d'année, avec Google Cloud en fin d'année dernière, avec Microsoft récemment, il y a une semaine. On n'a pas les tenants et les aboutissants de chaque partenariat, mais ça va sûrement déterminer pas mal de choses par rapport à Mistral, que ce soit sur la partie est-ce que les modèles vont être encore open ou pas, ou sur la partie aussi sur l'utilisation et les performances. Voilà, si on veut toucher Google et Microsoft, le mieux c'est de s'associer avec Google et Microsoft. Et enfin, dernière partie, on a une grosse problématique qui va être hardware, mais qui va être aussi donc puissance de calcul sur la taille des modèles. On voit qu'il y a des modèles qui sont très intéressants. Les petits modèles de chez Mistral sont très intéressants et très pratiques à mettre en œuvre. On voit que les gros, ils les mettent juste à disposition en API ou de choses comme ça sur Azure. Il y a une problématique donc de taille de modèle. Voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne mouvance et ça sera le bon positionnement pour un Mistral? Donc ça, c'est aussi ce qu'on va regarder prochainement. Et puis, en fait, il y a sûrement des solutions alternatives à ça, à ces gros modèles qui vont prendre des gros textes, qui vont prendre des PDF entiers. Probablement qu'on a des alternatives sur créer des autres briques pour améliorer ça. Et ça, par contre, je vais laisser Alexandre en parler. Comment réussir à faire du NLP avec des LLM de manière, on va dire, scalable. Je laisse prendre la main, Alexandre. Ouais. Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis Machine Learning Scientist chez NewMind et moi je vais vous parler d'LLM et notamment des difficultés et des coûts qui sont liés à la mise en production et à l'utilisation de ces modèles ainsi que les opportunités que fournissent Mistral avec des modèles open source pour pouvoir répondre en fait à ces problématiques. Donc nous déjà pourquoi on s'intéresse à ça chez NewMind, c'est que nous on s'est intéressé à tout ce qui est extraction d'informations. Mais surtout, pour faire ça, donc on cherche à en fait optimiser certains modèles NLP, justement pour pouvoir les faire tourner soit en local sur des ordinateurs un peu dont tout le monde a accès, soit si vous avez accès à des ordinateurs plus puissants ou des serveurs, etc., pouvoir traiter en fait énormément de documents en même temps. C'est pour ça que nous on est de base très intéressés par ces histoires de performance. Donc, je fais un petit récapitulatif du lien qu'il y a en fait entre la taille du modèle, leur capacité, ainsi que, comme j'ai dit, les difficultés que ça amène en termes d'inférence. Donc déjà, comme vous savez peut-être, en général, la capacité des LLM, elle est liée à leur taille. Donc, ce que j'appelle la taille, c'est évidemment le nombre de paramètres. J'ai mis entre autres parce qu'elle est également liée au dataset sur lequel ce modèle est entraîné, notamment la taille et la qualité de ce dataset. On va dire qu'à dataset égal, c'est vraiment la taille qui est un des éléments les plus importants. Donc là, je vous ai montré un petit graphique. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, dans l'axe Y, vous allez avoir la valeur de la loss, qui est en fait la valeur qu'on va essayer d'optimiser pendant l'entraînement. Et sur l'axe X, vous avez le nombre de paramètres. Donc on peut voir qu'en fait, plus il y a de paramètres, en général, plus on arrive à optimiser en fait sur les données d'entraînement. Et donc plus le modèle plus ou moins un proxy de la qualité du modèle. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, la taille des modèles, ça joue pas ça va pas être en fait que le modèle va être forcément juste moins bon. Plus le modèle est petit, il va pas forcément être moins bon pour faire certaines tâches. Mais en fait, il va parfois ne pas être capable en fait de faire certaines tâches. C'est-à-dire que la taille, elle va débloquer en fait des capacités au niveau des LLM. Notamment, j'ai mis quelques exemples. La capacité de suivre des instructions, faire du few shot, c'est-à-dire mettre des exemples dans la prompt pour expliquer plus en détail la tâche, des connaissances plus précises, mais également aussi des capacités de réflexion et déduction. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous avez un modèle, par exemple, qui fait 1 milliard de paramètres, il ne va pas être beaucoup moins bon, il ne va pas être seulement moins bon qu'un modèle, par exemple, de 70 milliards de paramètres pour suivre des instructions complexes, il va juste, en général, pas en être capable, en fait, du tout. Donc en fait, cette augmentation du nombre de paramètres, c'est aussi une des raisons, on va dire, des succès des LLM récemment, notamment avec, par exemple, ChatGPT, qui au début avait dans les 170 milliards de paramètres. Bon, aujourd'hui, c'est plus très sûr. Même GPT-4 qui en aurait plus de 1000 milliards. Le problème, c'est qu'en fait, plus il y a de paramètres, plus ça va être dur à faire, à utiliser, en fait. Notamment, si vous savez peut-être déjà, les LLM, elles ont besoin de GPU,
de cartes graphiques en général pour fonctionner efficacement. Sauf que déjà, il faut savoir que la plupart des ordinateurs que vous avez, sûrement sur lesquels vous regardez cette présentation, n'ont pas de GPU. Ou s'ils en ont, en fait, ils ont très peu de mémoire interne. Parce que ça, c'est un des facteurs les plus importants quand vous regardez un LLM et que vous regardez un petit peu quel genre de matériel il faut pour le faire tourner. Il faut considérer ce qu'on appelle la VRAM, qui est en fait la mémoire interne à la carte graphique, qui va pouvoir être utilisée en fait pour que la carte graphique puisse utiliser pour faire des calculs en fait rapidement. Donc en fait, si vous avez un modèle par exemple qui fait 1 milliard de paramètres, il va falloir une carte graphique qui a 3 gigas de VRAM. Si vous avez 7 milliards de paramètres, il va falloir 15 gigas, etc., etc. En général, la règle, c'est à peu près 2 fois le nombre de paramètres. On peut voir que ça devient très vite embêtant quand vous avez par exemple un GPT-3, on va dire, plus ou moins, et il vous faut 345 gigas de VRAM. Donc pour mettre ça un peu en perspective, j'ai mis les coûts des cartes graphiques en dessous. Donc par exemple, aujourd'hui, une A100, vous avez 40 gigas de VRAM, donc c'est-à-dire que vous pouvez même pas faire tourner un modèle de 70 milliards de paramètres, il va falloir en mettre plusieurs les unes sur les autres. Ça coûte 20 000 €, ou 2 € par heure pour les louer. Et sachant que une carte graphique, ça permet de traiter en fait une requête en même temps. Donc plus la requête elle va être plus ou moins compliquée, ça se trouve vous allez pouvoir faire pour 2 € de l'heure, on va dire 3-4 requêtes toutes les 10 secondes, quoi. Donc selon les paramètres, selon le nombre de paramètres de vos modèles, ça peut très vite être un problème. Et donc, en recherche, actuellement, il y a énormément de travail qui est fait pour essayer en fait de réduire ce besoin de VRAM et juste en fait faciliter, on va dire, l'inférence. Donc là, j'ai mis 3 un peu stratégies qui sont beaucoup aujourd'hui utilisées. Vous avez peut-être déjà entendu. Donc on parle beaucoup de quantisation, qui va être en fait de réduire la précision à laquelle est enregistré chacun des paramètres. Donc au lieu d'avoir des paramètres qui vont être enregistrés sur par exemple 16 bits, on va le faire sur 8, 4. Voire un bit selon certains. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça se fait de plus en plus. Il y a aussi ce qu'on appelle le pruning, qui va être retiré après l'entraînement des paramètres. Et enfin, le Misure of Expert, dont Adrien a parlé un peu avant, ce qu'avait fait Mistral. Cependant, j'ai mis qu'en fait, ça ne permet pas, en général, je regarderai la question un petit peu après. Cependant, comme j'ai dit, ces approches ne permettent pas de réduire la taille des modèles de manière en fait suffisante. Je dis, on peut avoir des réductions de 2, 3, 4, mais pas en tout cas d'un certain ordre de grandeur. C'est-à-dire que si votre modèle il fait 70 milliards de paramètres, avec ces techniques de base, vous ne pourrez pas le faire tourner sur votre laptop ou sur votre téléphone. En fait. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus arriver, et ce qui date un petit peu d'un machine learning un peu plus classique, c'est ce qu'on appelle la distillation. C'est l'idée en fait d'utiliser ces modèles généralistes qui vont être très puissants pour en fait apprendre des modèles plus petits qui vont être en fait spécialisés sur certaines tâches. Donc là, je vous ai mis assez rapidement un peu une pipeline un peu pour faire ça un peu basique avec des LLM. Donc l'idée, c'est que vous récupérez plein de données non labellisées. Donc ça, souvent, c'est assez facilement accessible. Vous utilisez des modèles généralistes, donc des gros modèles, pour annoter ces données, donc avec des instructions, en mettant des exemples dans la prompt, etc. Vous pouvez faire également aussi plusieurs passages, c'est-à-dire annoter un petit peu en étapes. Toute une étape de post-processing qui va être là pour s'assurer un peu de la qualité des données. Et ensuite, quand vous avez un dataset qui est suffisamment gros, vous pouvez entraîner des plus petits modèles spécialisés. Donc là, il faut que les modèles soient open source, en tout cas open weight. Donc, par exemple, c'est là où des modèles comme Mistral, ZB sont très intéressants. Et ensuite, j'ai mis benchmarking parce que ça, c'est très important. Je suis désolé, je vois les messages en même temps. Le benchmarking, c'est très important parce que là, on travaille sur des données qui ne sont pas nécessairement les données que vous allez avoir en production. Donc, il y a un écart entre les deux. Donc, il vous faut avoir un benchmarking très solide pour vous assurer en fait de la qualité finale de vos modèles. Donc, nous, chez NewMind, on a fait ça un peu de 2 manières différentes. Donc, on a distillé des modèles qui étaient très petits, qui ne sont pas réellement des modèles génératifs, donc ils font à près 300 milliards de paramètres, qui permettent de faire de la classification, notamment pour certaines tâches. Donc, ça va être pour l'analyse de sentiments, la détection de toxicité. Mais également, on a créé un des premiers modèles, justement, pas génératifs, on va dire, qui permet de faire la détection d'entités de manière très efficace, qui est spécialisé pour la détection d'entités. On a même un paper, si vous voulez, qui est disponible un peu. Je pense que vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Mais là, je vais vous parler plus spécifiquement de l'extraction structurée.
où là, on utilise des modèles génératifs. Donc, ce qu'on entend par extraction d'informations structurées, c'est l'idée de, vous avez un texte, vous avez une requête et vous voulez en fait extraire certaines informations que vous allez définir par une requête. Et cette requête, ça va être une sorte de schéma un peu de l'information que vous cherchez à extraire. Donc là, j'ai mis par exemple un exemple. Donc, si vous avez un texte, vous essayez de récupérer toutes les personnes. Une personne, ça peut être composé d'un âge, d'un emploi. L'emploi, ça peut être composé d'un titre, d'une entreprise. Donc, c'est une structure en fait. Sauf que nous, en fait, on voulait des modèles qui soient beaucoup plus petits. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir ChatGPT qui peut faire ça, mais ça peut coûter rapidement très très cher. Et en plus, c'était dépendant en fait du cloud. Donc, on a voulu entraîner des modèles qui étaient beaucoup plus petits. Le problème, c'est que il n'y a pas de données en fait de base en fait comme énormément de tâches. Et donc, on a défini toute un peu une pipeline d'annotation. En fait, on a pris du texte qu'on appelle, je vais faire ça rapidement parce que je sais pas trop le temps qu'on a. On a pris un dataset qu'on appelle C4 qui est en fait composé de plein de textes aléatoires. On a utilisé GPT 3.5 pour récupérer ces requêtes et un peu les valeurs des requêtes par rapport aux outputs, justement en utilisant des instructions, en mettant des exemples également dans la prompt. Puis après, on a fait un peu de post-processing pour clean un peu les données. Ensuite, on a refait du GPT 3.5, il y a eu tout un cycle un petit peu. Et à la fin, on est arrivé à avoir un peu ce type de données. C'est des exemples d'annotation qu'on a pu avoir. Donc là, ce serait le texte qu'on mettait en input et on lui demandait, OK, quel genre d'informations on peut extraire de ce texte et ensuite les informations extraites en fait. Donc là, ça va être un exemple de schéma qui a été proposé par GPT 3.5. Donc on a mis des exemples, etc. dans la prompt, on a fait pas ça automatiquement. Et ensuite, ça va être l'exemple d'output qui dépend en fait de la requête. Donc à la fin, on s'est retrouvé à pouvoir générer pour pas très cher, donc on va dire pour aller 500 €, c'est peut-être un peu, on va dire à la main, 50 000 exemples de ce type du format entre guillemets texte, requête, output. 50 000 exemples qui est en fait suffisant, en tout cas qui est déjà un bon début pour pouvoir entraîner des modèles en fine-tuning. On a également créé tout un benchmark à la main. Comme je vous ai parlé juste avant, c'est quelque chose de très important. On a également ici reprogrammé un peu certains datasets comme benchmark. Et à la fin, on a retrouvé en fait des modèles qui sont beaucoup plus petits que des modèles comme ChatGPT. Donc, on a entraîné un Mistral et un modèle Phi2 qui s'appelle qui a genre 2-3 milliards de paramètres et qui permettent en fait de répondre en fait à cette tâche efficacement. Donc, soit en zéro shot, soit en mettant un exemple, ou parfois en les réentraînant, notamment avec le modèle plus petit, des fois il peut avoir besoin un peu de réentraînement. Donc je pense que j'ai pas trop le temps, mais j'aurais pu vous montrer des exemples. On verra après si ça vous intéresse. Et en fait, moi je pense sincèrement que c'est un petit peu le futur de l'IA en fait. Là on parle des LLM, mais j'ai mis également LMM pour tout ce qui est multimodal. Et en fait, l'idée, je pense qu'on va toujours avoir des modèles généralistes qui vont être très très performants. Donc aujourd'hui, c'est des modèles qui font 170 milliards de paramètres. Peut-être que demain, ils en feront, je sais pas, 15 000 milliards. En fait, ce sera quelque chose qui sera toujours valide. Il y aura toujours cette différence entre les serveurs et quel genre de modèle on peut faire tourner et quel genre de modèle on peut faire tourner sur nos machines et de manière plus efficace. Et donc, je pense que ces modèles, on les utilisera toujours pour décrire au début la tâche, pour donner des exemples et en fait pour répondre à la tâche de manière facile, qui permettrait ensuite de récupérer un dataset relativement important et ensuite entraîner toujours des modèles de plus en plus petits pour des questions d'optimisation, de coûts, d'inférence, de temps d'exécution, etc. Voilà, il y a un petit mème pour ceux qui comprennent. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc, vous pouvez, je crois qu'il y avait des gens qui ont mis des... On va en profiter justement, c'est l'occasion de poser des questions. J'avais une question, enfin il y a déjà des questions qui sont dans l'onglet questions, donc je vais prendre celles qui ont été posées pendant notre présentation déjà pour commencer.
Donc, il y en a une à laquelle j'ai pu répondre à la main, mais qui était souvent, quand on fait du RAG, il est nécessaire de catégoriser les informations afin d'avoir une meilleure qualité de réponse du bot. Est-ce que cela est possible et nécessaire ici? Donc, je pense que c'était dans la démo de IDETA. Donc, pour nous, en fait, l'important, c'est que les documents fournis soient adaptés au cas d'usage. Parce que quand on fait du RAG, en fait, le chatbot va chercher l'information dans la base de données. Et si la base de données, elle est colossale, il y a la probabilité qu'il trouve la bonne information dans un temps raisonnable. Bah, elle est pas forcément idéale. Enfin, ça va pas forcément être optimal. Donc, l'idée, c'est si vous faites un KRH, de bien choisir le cas d'usage, ce à quoi vous voulez répondre, et de fournir les documents adaptés, et d'essayer d'optimiser en fait la taille de la base de données pour que ce soit pas trop important. Et après, nous, si vous avez des gros documents, on va utiliser la structure interne du document pour structurer. Et donc pour apporter plus d'informations et mieux répondre. Ensuite, je pense qu'il y a une question pour Adrien. Y a-t-il une différence entre un modèle open source et open weight en termes de licence? Alors déjà, ce qu'il faut pour répondre à ça, c'est qu'il y a très peu de modèles open source là-dessus. On en a quelques-uns, on voit des frameworks open source, je pense notamment à LLM 360 qui essaie de fournir la totalité du code et des données qui vont permettre d'entraîner le LLM. La plupart des choses qu'on a, c'est des LLM open weight. Donc on va télécharger tout simplement les poids associés à nos vecteurs, à notre réseau de neurones. Donc ça c'est déjà, voilà, donc déjà on enlève quand même pas mal de choses. En termes de licence, par contre, ça va dépendre des providers. Au début, Mistral, quand ils avaient sorti Mistral 7B, ils avaient mis une petite phrase qui était assez rigolote d'ailleurs, pour un modèle open, qui disait « Vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour faire concurrence à Mistral ». Bon, ça a fait un tollé, hein, ça c'était l'année dernière, et donc ils ont fait sauter cette phrase-là, en disant oui, c'est vrai que si on fait quelque chose d'open, bah après les gens peuvent l'utiliser pour faire tout et n'importe quoi. Hein. De toute façon, sachant que c'est open weight, bon, c'est surtout dans l'usage qu'il va se passer quelque chose, c'est pas forcément dans la recréation. Donc, pour répondre à la question de Christophe, faut regarder tout simplement les conditions des licences de chaque LLM, qui soit open source, comme j'ai dit, il y en a très très peu, les frameworks. Open weight, donc là, faut regarder un petit peu. Je sais qu'Yama est beaucoup plus permissif au départ que Mistral, mais Mistral s'est aligné. Et puis après, si on veut utiliser du close, et ben là, c'est encore une fois les CGU, à chaque fois. Donc ça va pas dépendre forcément du type de LLM, mais plus de la boîte qui soutient ou qui crée les LLM. Super. Maintenant, une autre question. Bonjour, travaillez-vous uniquement sur du texte ou peut-on par exemple vous envoyer des données pour optimiser un planning? Moi, je peux commencer à répondre, ou si tu veux répondre, Adrien, mais je peux commencer à répondre. Grosso modo, en fait, l'idée de travailler, enfin, les LLM, ils travaillent bien sur les modèles enfin, sur les données textuelles, mais ils travaillent aussi bien sur les données structurées, donc que ce soit du code, du HTML, du JSON, par exemple, si vous avez des données de planning, il peut probablement arriver à lire la façon dont c'est structuré. Il arrivera à bien se débrouiller si vous lui donnez la documentation et ça permettra d'aller chercher de l'information. Nous, par exemple, quand on parlait du RAG, on fait aussi du RAG via API, où on va chercher l'information dans une API et c'est le LLM qui va lire l'information de l'API directement pour répondre à la question. Donc, en fait, il faut voir après ce que vous voulez lui demander. Si après, vous voulez que le LLM trouve un spot dans votre calendrier ou dans votre planning ou fasse des actions, là, c'est ce que disait plutôt Alexandre, c'est que ça dépend vraiment du LLM. Il y a des LLM qui ont des capacités, certaines capacités de raisonnement et qui vont y arriver. Alors, peut-être, ça dépend à quel point c'est compliqué. Peut-être des GPT-4 ou des Mistral larges vont peut-être arriver à caler une date de planning et à avoir ce raisonnement sur du planning. Les modèles les plus petits, il y a des chances qu'ils n'y arrivent pas, de vraiment avoir cet aspect logique et d'insérer un planning au bon endroit. Là où par contre, s'il s'agit juste de restituer le planning de la journée et quels sont les rendez-vous du lundi, il va mieux y arriver. Enfin, il va très bien y arriver. Donc, faut bien voir en fait en fonction du cas d'usage et du modèle que vous voulez utiliser, vous pouvez peut-être y arriver ou non. Mais ça, c'est un peu à regarder au cas par cas. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Alexandre ou Adrien.
Je vais ajouter un tout petit peu une info. Donc, se connecter à un agenda en tant que tel, c'est-à-dire que pousser l'agenda, c'est sûrement pas la bonne solution, hein, comme tu as dit. Le mieux, ce serait de se connecter plutôt à une base de données qu'il y aurait derrière, donc du structuré. Sur les bases de données, il y a deux façons en fait d'aller chercher de l'information à l'intérieur via un LLM. Première façon, ça va être générer du SQL, qui est un peu façon à l'ancienne, qui fonctionne, hein, mais qui est pas forcément celle qui aujourd'hui est qu'on va promouvoir. La deuxième, c'est d'utiliser des frameworks qui vont vous permettre de vous connecter à ces bases pour intégrer les modèles open weight. Je pense notamment à Yama Index ou à Langchain, qui ont des connecteurs en fait sur des bases de données SQL et qui vous permettront d'automatiser cette chose-là. Donc le mieux, si vous avez un calendrier, un planning, c'est d'aller chercher la connexion base de données de ce planning, ça doit être stocké quelque part, et donc derrière d'utiliser une chaîne, c'est ce qu'on appelle pour aller chercher l'information et intégrer donc votre donnée de planning dans votre LLM, dans les connaissances de votre LLM. Voilà. Très bien, super. Ensuite, en termes de tarification des modèles, comment ça marche? Une question de Boris. Je peux, enfin, vas-y Adrien, si. Non, vas-y Yannis, si tu veux, je pourrais compléter, ou Alexandre. Ok, super. Alors, il faut se référer en fait à la page pricing de chaque modèle. Donc, par exemple, les tarifs sont en ligne sur OpenAI Pricing et ils ont, comme l'a expliqué Alexandre, en fait, les gros modèles ont besoin de plus grosses machines pour tourner. Donc, en général, ils sont plus chers. Donc, ça coûte plus cher de faire des inférences avec GPT-4 qu'avec GPT 3.5 et c'est plus et de la même façon après. C'est aussi une question de valeur et de qualité du modèle. Là où Mistral, il a probablement des modèles de taille similaire à celle de GPT-4, il a quand même décidé de se positionner sur le marché en étant 25 à 30% moins cher. Pour se faire un petit peu sa place sur le marché. Donc ça ce sera quelque chose à questionner, à discuter dans leur stratégie. Mais en tout cas, c'est vraiment chaque entreprise qui choisit un petit peu son pricing, sachant que la contrainte effectivement, c'est les ressources de calcul qui sont utilisées. Sachant aussi, c'est qu'aussi je pense que ChatGPT, c'est moins cher en termes d'API que si vous alliez vous-même prendre votre serveur et mettre ce type de modèle. En fait, c'est-à-dire comme ils ont beaucoup d'argent, ils ont le truc qui est super optimisé, donc ils vous permettent de réduire les coûts, de manière assez importante. Donc les API, c'est quand même assez souvent, si vous n'avez pas de besoin de confidentialité des données ou que vous avez besoin d'accéder à vraiment des très très gros modèles. Je pense qu'utiliser tout ce qui est dans le cloud, des API un peu, ou genre des sites qui servent les modèles automatiquement, je pense que c'est quand même, ça permet de réduire les coûts quand même assez fortement, quoi. Ouais, juste pour compléter, je suis d'accord. En effet, tous les grands providers se tirent la bourre un peu là-dessus. Vous avez vu hier, il y a Claude 3 par Anthropic qui est sorti, qui bat GPT-4. Mais qui en plus est moins cher que GPT-4, donc on risque d'avoir aussi une baisse côté OpenAI, on risque d'avoir une baisse côté peut-être Mistral, on verra. Donc il y a cette concurrence qui est assez saine, que ce soit en termes de performance ou que ce soit en termes de coût. Après, je serais un peu moins, Alexandre, j'irais plus quand même sur les petits modèles type Mistral 7B, ainsi de suite. Je pense que ça peut tourner sur des serveurs que vous avez chez vous, parce que moi, je l'ai fait tourner sur un PC gamer, donc j'ai même pas eu besoin d'aller chercher un nouveau serveur ou rien. Si vous avez donc un cas d'usage qui va être donc soit avec de la donnée qui est confidentielle ou très confidentielle, que vous voulez les laisser vraiment offline, soit sur de la donnée qui est très peu volumineuse pour faire du RAG, notamment je sais pas, un catalogue produit, un petit catalogue ou choses comme ça. Ça peut valoir le coup quand même de tenter des modèles open weight petits qui vont tourner avec peu de puissance de calcul derrière, et vous allez faire du RAG ou du fine tuning à la maison. Ça risque d'être peut-être moins cher si vous avez des serveurs que vous allez acheter en avant. Et c'est ça pour moi le make or buy entre guillemets, c'est une vraie question à se poser. C'est un peu la même chose qu'on avait avant sur le cloud versus on-premise. Est-ce que j'achète mes serveurs à la maison ou est-ce que je vais prendre des serveurs côté Azure, Google ou Amazon? C'est un peu la même question. Actuellement, en effet, par contre, là où je te rejoins, c'est que ça évolue tellement vite que pour l'instant, c'est compliqué de se dire je vais faire quelque chose qui va être rentable sur 2-3 ans.
Bah non, en fait, parce que dans 2 semaines, il y aura quelque chose d'autre qui va sortir. Donc c'est assez complexe, quoi. Super, merci pour la réponse. J'ai une autre question donc de Claude. Donc là, c'était dans le chat cette fois-ci, des LLM qui travaillent sur les images. Alors, je pense que la question, c'est grosso modo, c'est de dire quels sont les modèles qui sont un peu multimodaux. Donc, on a vu que GPT-4 l'était, mais en tout cas, je suis pas sûr. Enfin, la question est relativement vague. Donc, il y a des LLM qui travaillent sur les images, mais ça s'appelle pas des LLM, c'est des LMM. Je crois que c'est Alexandre qui l'avait mentionné dans une de ses slides. Et oui, eux, ils sont capables de travailler sur les images, de les lire et d'interagir avec elles et de répondre à des questions. Voilà. Et on a même aussi, enfin là, c'est pas le sujet parce que Mistral n'en fait pas du tout, mais il y a effectivement aussi tout ce qui est générateur d'images, tel DALL-E, etc., qui sont intégrés dans les GPT-4, enfin dans la partie ChatGPT. Voilà. J'ai une autre question de Geoffroy. Pour faire du fine-tuning de LLM, mieux vaut partir sur des modèles sur le cloud, point d'interrogation, ou partir sur une VM où on a plus ou moins la main? Ça, je peux peut-être répondre. Fine-tune des LLM, ça demande énormément de mémoire, ça demande en général des très grosses cartes graphiques. Même des modèles, par exemple, comme 7 milliards de paramètres, en fonction de la séquence sur lesquels vous allez fine-tune. Donc, par exemple, vous avez des gros input-output. Ça peut demander énormément de mémoire. Donc, techniquement, en fait, ça dépend de votre spécialité. Moi, je pense que si vous devez fine-tune un LLM, soit vous louez des instances dans le cloud avec des GPU et vous mettez votre code et vous le faites automatiquement. Soit, je pense que si vous êtes un peu moins, vous avez un peu moins l'habitude de faire ça, peut-être que vous pouvez passer directement par des API. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a trop de problèmes. Mais 20... Ce serait une autre question. Ce serait une autre question. Ce serait une question. Ouais, désolé, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis pas fait avoir. J'ai perdu attention. Ce que je veux dire, c'est que je pense que, ouais, si vous voulez vraiment fine-tune correctement des LLM, aujourd'hui, il faut quand même considérer, par exemple, à partir de 7 milliards de paramètres, il faut considérer des instances dans le cloud et voilà. Ou passer par des entreprises qui font ça automatiquement pour vous. Même si, bon, c'est mieux d'avoir, je pense, un peu plus sous contrôle. Super. Ensuite, autre question. J'imagine, vous m'entendez toujours? J'imagine qu'il n'y aurait pas trop de problème à rouler Mistral en Docker sur un serveur avec 24 vCPUs, 160 Go de RAM, 1,5 TB NVMe, 32 B de bande passante. Je ne sais pas qui veut répondre à ces questions. Moi, je suis... Je pense que, en fait, si vous n'avez pas déjà de GPU, c'est quand même sensiblement un problème. Après, on peut faire tourner sur CPU, mais ça sera sensiblement moins rapide. Donc, si vous avez juste des CPU, après vous avez plein de RAM, etc. Donc, vous devriez pouvoir le faire tourner. Après, c'est à vous de voir si, on va dire, la rapidité d'inférence vous convient. Sinon, il faudrait essayer d'avoir des systèmes au moins avec des GPU. C'est un peu genre une manière facile d'augmenter la vitesse en tout cas. Ouais, et deuxième chose, là vous dites Mistral, Martin, mais en fait lequel? Si on parle de 7B, ça tourne à peu près avec n'importe quoi. Alors moi j'avais de la VRAM, hein, donc du GPU, enfin j'ai de la VRAM, mais là avec ce que vous avez, c'est quand même une grosse machine, donc ça devrait tourner aussi sur du CPU. Si vous êtes sur 7B, sur le 8x7B, bah, c'est différent tout de suite. Hein, ça dépend ce que vous voulez faire tourner en tant que tel. Si c'est le 8x7, vous aurez plus de problématiques. Après, dans les chiffres exactement là que vous annoncez, il faut regarder. Hein, c'est trop complexe de répondre à la volée. Mais en tout cas, oui, regardez plus la VRAM que la RAM pure. C'est ça qui va permettre de faire des inférences rapides. Super. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? On va peut-être laisser une trentaine de secondes pour éventuellement avoir une autre question. Et sinon, Martin, possiblement oui, facette, mais ça répond à ma question. Merci. Donc, très bien.
S'il n'y a pas de questions, on va clore cette présentation. Et merci d'avoir assisté à la présentation. Et n'hésitez pas, en tout cas, nous, on va envoyer le replay à tous les inscrits du webinar. Donc, vous pourrez les récupérer. Et n'hésitez pas à nous contacter, donc soit directement, enfin les speakers ou autres, sur LinkedIn ou par email, si vous avez des questions complémentaires. Je suis sûr que Alexandre et Adrien seront également rapides de prendre contact et de répondre à vos questions. En tout cas, nous sommes la porte est ouverte. Voilà. Passez une bonne journée. Merci, très bonne journée.